Bonjour, bienvenue sur Le Plafond de Verre, le podcast qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Ateba. Bonjour Olivier. Bonjour Aurore. Comment ça va ? Ça va. Alors Olivier, aujourd'hui tu nous rejoins sur Le Plafond de Verre. Nous allons parler de ta profession, ton métier. J'ai pas tout compris. Il est un peu atypique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton métier ? Bien, donc mon métier c'est réalisateur, photographe, scénariste. Et D'accord. je fais aussi de la composition. D'accord. Et ma passion c'est l'astronomie. Ah, Voilà. intéressant. Donc du coup, si je me dois me présenter, je dirais réalisateur spécialisé en astronomie. Très intéressant. Voilà, c'est un peu... Et alors, tu es donc photographe, réalisateur, scénariste, spécialiste en astronomie. Et qu'est-ce qui t'a conduit à aller vers l'astronomie ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est un peu par hasard, en fait, on n'atterrit pas dans l'astronomie, c'est une continuité avec la pop culture, les émissions d'astronomie quand on est petit, les films fantastiques et tout ça. Donc on a toujours un lien avec le monde scientifique et en même temps le monde poétique, les extraterrestres, voilà, ce qu'on regarde à la télévision et tout ça. Et donc du coup, on peut se dire de temps en temps, si je suis à l'université, est-ce que je fais un cursus scientifique ? Voilà. Donc si tu fais un cursus scientifique, maths, physique, chimie, donc astrophysique, astrochimie. D'accord. Ou soit tu peux te former toi-même. D'accord. Parce que tu décides en fait de plus te spécialiser dans l'astronomie amateur en fait. D'accord. Voilà. Il y a l'astronomie professionnelle pour gagner sa vie, il y a l'astronomie amateur où tu investis ton propre argent pour voir les étoiles, prendre de belles photos et tout ça. D'accord. Et dans quelle catégorie tu te situes du coup ? Dans l'astronomie amateur. D'accord. Voilà. En fait, je dois une petite précision, c'est que c'est la seule science où les amateurs et les professionnels sont sur le même pied d'égalité en fait. D'accord. Parce qu'à la base, c'est pas tellement un métier, c'est la mère de toutes les sciences, si on veut résumer. Ce qui fait que des fois, je ne sais pas si tu as entendu parler, des fois on dit souvent qu'il y a des jeunes lycéens qui ont découvert une comète et puis on leur a donné leur nom et tout. C'est que les amateurs participent autant à la vie de l'astronomie que les professionnels. Et les professionnels ont besoin des amateurs pour faire un peu la passerelle entre le public et... Donc c'est une science participative en quelque sorte. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas on est autant respecté que les professionnels parce que les professionnels, ils regardent très très loin. D'accord. Voilà, et nous on regarde très très près en fait. Ils braquent leur télescope dans l'infini et nous on braque nos télescopes dans le ciel nocturne, eux ils sont dans le ciel profond. Et c'est pas parce que le télescope est gros qu'il est plus important que le petit télescope en fait, si je vais essayer de plaisanter un peu comme ça. D'accord. Et en fait, donc toi tu réalises des vidéos des étoiles. Pour parler vulgairement, tu fais des films sur les étoiles. Et comment t'en es arrivé à faire ça ? C'est un peu par hasard en fait parce que à la base, quand tu es réalisateur, le cursus classique, tu écris tes scénarios, tu déposes tes scénarios, tu essaies de te faire financer, le chemin habituel. Mais il y a un côté aussi formation personnelle où tu veux parfaire ton art. Donc tu fais des formations, tu spécialises peut-être un peu plus dans la caméra, dans les scénarios. Et le domaine que moi j'aime un peu, c'est les films de genre. Voilà, c'est les films de genre, les films fantastiques, tout ça. Donc du coup, quand tu es technicien dans ce domaine-là, ton premier obstacle, en fait, c'est les tournages en extérieur et les tournages de nuit. Donc du coup, si tu fais un film d'auteur, intérieur jour par exemple, tu n'auras pas les mêmes contraintes que si tu déposes un projet qui doit se faire en extérieur et la nuit. D'accord. Donc si tu écris un projet, on va te demander est-ce que tu sais filmer en extérieur. Et on va te demander aussi est-ce que tu sais filmer la nuit. Voilà. Et donc c'est en commençant à filmer la nuit que tu as commencé à faire des vidéos en fait, qui portaient sur les étoiles. Voilà, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc moi je me suis dit comment ça se fait que d'un côté je fais mes courts-métrages et puis ensuite quand j'ai fini mes courts-métrages je vais à mon club d'astronomie.
En fait, pourquoi pas mélanger les deux en même temps, parce que si tu sais filmer en basse lumière au milieu de nulle part, au fin fond de l'Aveyron, avec les sangliers qui te regardent dans les buissons, bah, ça veut dire que si on te lâche en pleine nature, tu peux faire plein d'images, les montagnes, les aurores boréales, les choses comme ça et tout. Et c'est vraiment... il y a un côté un peu globe-trotteur, ton sac à dos, tu te débrouilles avec peu de moyens. Et en tant que réalisateur, ben, c'est une compétence, quoi. C'est vraiment une compétence. Donc, préparer un tournage de minuit à 6 heures du matin, c'est pas comme préparer un tournage de 10 heures à 18 heures. D'accord. Il faut tenir compte des conditions extérieures, de la lune, par exemple. Le froid. Voilà. Et plein de choses comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas le moment, en fait, de systématiquement me servir de l'astronomie pour être un meilleur réalisateur et être un meilleur réalisateur pour partager aussi ma passion qu'est l'astronomie, en fait, quoi. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Et j'en viens au sujet de notre podcast, qui est donc le plafond de verre. Quand je te dis plafond de verre, qu'est-ce que ça t'évoque? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré dans ton domaine d'expertise? C'est une question simple et compliquée à la fois. Parce qu'on a toujours nos ambitions personnelles. D'accord. Et des fois, on se dit, peu importe ce qu'on raconte dans l'actualité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, tu avances, tu te fixes un objectif et ça dépend de ta personnalité. À la base, je ne suis pas français, je suis ivoirien. D'accord. Donc, je suis très content d'être en France. La France m'a beaucoup apporté. Et ce qui fait que ma mentalité de francophone ivoirien, je ne vais pas dire que ce n'est pas la même que la mentalité des Français d'origine, mais en fait, quand tu grandis en Afrique, ce n'est pas la même chose si tu grandis en France, par exemple. Tu vois. Donc, quand tu quittes ton pays, loin de tes parents, pour venir dans un autre pays, même que tu sois français, expatrié ailleurs et tout, c'est que tu as fait un choix. D'accord. Tu as fait un choix, tu sais où tu en es. En plus, moi, à la base, je ne suis pas venu directement d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. J'étais au lycée français au Danemark et j'avais le choix. Est-ce que je reste au Danemark pour apprendre le danois, comme beaucoup d'amis qui sont restés là-bas, ou est-ce que je vais aux États-Unis, ou est-ce que je vis en France? Donc déjà, même quand tu as ton bac et que tu veux venir en France, c'est que tu sais exactement ce que tu veux, en fait. Donc du coup, tu es moins surpris par les choses, tu es un peu dans ton couloir et tu fonces. Alors, donc, pour revenir un peu sur ton parcours sur lequel on a échangé hors podcast, oui. Tu t'es retrouvé au Danemark parce que tes parents avaient une profession qui les amenait à exercer, à voyager dans plusieurs pays. Et du coup, tu as été un peu comme ça, itinérant dans plusieurs pays du monde dans lesquels tu as fait une partie de tes classes. Exactement. Et donc, tu t'es retrouvé ensuite en France. Et donc, de par tes études, tu as également pu développer ta passion. Et du coup, à quel moment tu as rencontré le plafond de verre et comment il s'est un peu exprimé dans ta passion, je puis dire? Du coup, en fait, si on parle, la définition même du plafond de verre, c'est dans le sens où est-ce que dans certains secteurs, on ne voit pas beaucoup de minorités? Exactement. Voilà. L'éducation des parents compte énormément. Parce que pour moi, la définition du plafond... En fait, je le vois, le plafond de verre. J'ai plein d'amis qui, des fois, se disent « Oh non, ça ne sert à rien d'aller là-dedans » et tout ça. Et, donc, on ne peut pas en vivre. On ne peut pas en vivre. Donc, il y a la notion de... C'est un peu perché comme activité. Voilà. Et c'est un peu perché. 2, on ne peut pas en vivre. 3, la majorité blanche galère même à trouver sa place dedans. Donc, nous, est-ce qu'on va y arriver aussi? Donc, il y a un côté personnel où tu te dis, en fait, lève-toi, bats-toi. Voilà. Et donc, le plafond de verre, moi, en fait, c'est que, comme je suis un peu touche à tout, je le rencontre dans plein de domaines parce que je suis compositeur aussi. D'accord. Et ça, c'est une petite anecdote. Là, j'ai commencé en 2010 à faire ma formation de musique, donc l'écriture musicale. En 2020, je me suis mis 10 ans et j'ai terminé ma formation. Le plafond de verre, oui, en écriture musicale, l'opéra, le classique et tout, il y a un plafond de verre quand on parle des minorités.
Mais en même temps, mes profs à moi, ils m'encouragent à le faire et ils sont pas africains, ils sont pas noirs. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un plafond de verre dans le sens où, en fait, quand tu vas dans ta formation musicale, par exemple, en parlant de l'aspect classique ou de l'opéra, tu vas pas rencontrer de personnes qui te ressemblent. Voilà. Ou tu vas rencontrer très peu de minorités, c'est-à-dire qu'il y aura pas forcément des Arabes ou des personnes d'origine étrangère. C'est des personnes qui sont souvent dans leur entre-soi et des personnes... blanche. Voilà, mais par contre, quand tu vas te poser la question, parce que en fait, on parle d'activité scientifique, de mathématiques. Ce qui est bien avec les mathématiques, c'est que tout le monde est au même niveau. D'accord. Donc du coup, si tu te dis, ok, je prends mon cas par exemple, je me suis levé, je me suis dit, je faisais de la musique assistée par ordinateur, la musique afro, le rap, le hip-hop et tout, je fais toujours ça, mais en même temps, j'adore la musique classique. Je me suis levé, je me suis dit, j'ai jamais fait de conservatoire. Ok, donc tous les mois, je vais investir entre 50 et 100 euros dans des bouquins pour apprendre parce que c'est le côté mathématique. Donc, j'ai utilisé ma méthodologie qu'on m'a appris à l'université pour apprendre la musique médiévale, la musique de la Renaissance, la musique classique, la musique baroque, la musique romantique, le chromatisme et tout. Et c'est bon, je sais le faire en fait. Donc tu t'es formé en autodidacte en fait à la musique. Exactement, sauf que depuis 10 ans, on assiste à plein de professeurs généreux qui donnent des cours en ligne à l'autre bout de la planète. Par exemple, juste la petite parenthèse, monsieur Jean-Louis Fabre en fait, qui donne des cours d'harmonie sur YouTube, je crois qu'il a 60 ou 70 ans, il le donne gratuitement. Et tout le monde le regarde dans le monde entier. Et c'est lui-même qui m'a donné envie de me dire, mais attends, si lui peut le faire pour la musique, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire pour l'astronomie? Quand j'ai vu sa chaîne, je me suis dit, il me donne des informations gratuitement, il ne me connaît pas. Bon, après, maintenant, on a échangé des emails et tout. Mais pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire par rapport à ma passion? Et du coup, c'est pour ça que tu as eu l'idée de vulgariser ta passion et d'avoir ta chaîne YouTube Tout est Astro. Exactement. Donc, du coup, le plafond de verre... Dans les années 90, dans les années 2000, oui, il y a un plafond de verre, mais aujourd'hui, en fait, le plafond de verre, il est plus psychologique parce que, comme tu l'as dit la fois dernière, Google est ton ami, Wikipédia est ton ami. Il y a, par exemple, la bibliothèque François Mitterrand, ils ont scanné des PDF entiers de vieux manuscrits, c'est un trésor national et tout. Tout est sur Internet aujourd'hui. Ce que tu dis, c'est que l'information, elle est à disposition et il faut avoir la curiosité d'aller la chercher, quoi. À la seule condition que tu te mettes dans une optique d'entrepreneuriat et pas de salariat. Parce que si tu te mets dans une optique de salariat, forcément, tu vas le voir, le plafond de verre. Tu vas te dire, bon, ok, y a du chômage, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, ceci, cela. Ok, bon. Mais si tu te mets dans une logique d'entrepreneuriat, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des gens qui te ressemblent dedans. Tu te le crées, ton propre emploi. Donc, du coup, ce qui, moi, me plaît dans notre génération, en fait, c'est que... On entreprend, on se lance. On est plein de petits frics comme ça, tu vois. Toi, tu es un peu touche-à-tout, je suis un peu touche-à-tout, elle est touche-à-tout. Et donc, du coup, on est nous-mêmes. On se dit, tu sais pas quelque chose, tu vas Internet et tu apprends. Nos grands frères, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça, en fait. Et quand tu reçois des messages d'encouragement depuis le Bénin et depuis le Togo, tu te dis, ah oui, ok, quand même... ça valait le coup de le faire. Ça valait le coup de le faire parce que moi, quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, s'il y avait Internet et que je pouvais apprendre l'astronomie via un grand frère en France qui faisait ça, ce serait merveilleux, tu vois. Donc, il y a un côté un peu... l'information, elle est gratuite. Et le système, il est en train de se renverser de telle sorte que tout le monde a sa chance du moment que tu retournes le plafond de verre à ton avantage, en fait. D'accord. Donc, pour toi, le plafond de verre, il existe, mais on peut le contourner ou en tout cas avoir la curiosité intellectuelle de s'auto-former pour pouvoir, en tout cas, ne pas en tenir compte. Le plafond de verre existe dans le salariat, il faut le contourner dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est ta solution. Ah, mais c'est... en plus même, je pense que le studio où on est, ça en est un peu la preuve aussi, je pense. Bon, je viens d'arriver, je connais pas grand, mais je peux me dire, voilà, c'est des amis jeunes, ils se sont levés, ils ont dit, on fait notre truc. Tu vois, et ce qui est bien dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que, on le voit dans le rap en ce moment, les petits frères de quartier, ils se lèvent, ils se disent, mais attends, pourquoi je vais faire comme mes grands frères, imprimer des CD,
Je l'ai fait en plus à l'époque. Tu fais, alors là, Vagram, Universal, et tu déposes tes CD et t'attends des mois pour qu'on te réponde. Mais c'est fini cette époque-là. Maintenant, tu te lèves. Aujourd'hui, les gens, ils s'autoproduisent. Voilà. Et c'est l'entrepreneuriat. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que celui qui a l'information et qui la négocie bien et qui l'exploite bien, c'est open bar pour lui. Tout est ouvert parce que l'époque dans laquelle on vit, en fait, en ce moment, il faut ouvrir grand les yeux. Ça peut venir de partout. Tu peux avoir d'énormes surprises. Et ce qui fait que le plafond de verre, il est vraiment, vraiment très pesant. Des fois, on se dit, on ne va pas y arriver et tout. Mais dès que tu l'oublies 2 secondes et tu te dis, allez, on s'en fout, on y va, tu te rends compte en fait que nul n'est prophète dans son pays et que tu as de très bonnes surprises en fait de personnes qui sont de tous horizons, qui eux-mêmes ont le même problème dans leur quotidien aussi, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est comme tu disais, donc tu n'es pas français, mais malgré tout, tu as pu en tout cas t'épanouir dans ta passion, l'associer à ton métier. L'astronomie aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, qui fait partie intégrante de ta vie. Et si aujourd'hui, il y avait un petit jeune, par exemple, qui nous entendait et qui se disait tiens, Olivier, c'est très passionnant ce que tu fais, moi aussi je suis intéressé par les étoiles, comment tu pourrais le guider, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bien, en plus ce que tu me dis là, je suis en plein dedans parce que je reçois des messages de jeunes sur Instagram et ça fait très bizarre en plus parce que quand tu le fais, c'est personnel. Quand tu ouvres ta chaîne YouTube, tu le fais dans ton coin, tu veux pas déranger les gens, tu as 1 vue, 2 vues et tout. Mais quand on t'appelle, on te dit la même question, qu'est-ce que je dois faire et tout. Il y a un petit jeune, il m'a dit je suis nul en mathématiques et en géométrie, en tout ça, comment je dois faire? Et je lui ai dit ne te pose pas de questions. Si tu aimes l'astronomie, ça veut dire en fait que ton mode de vie doit être le plus sain possible. D'abord, c'est une affaire de terrain. Parce que beaucoup de gens pratiquent l'astronomie de bureau. Ils sont dans les bureaux et ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais vues. Et on le dit souvent, aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui de parler de la planète Mars. Oh, Elon Musk, oh, les robots sur Mars, ceci, cela. Mais dès que tu vas lui dire, est-ce que tu sais reconnaître Mars à l'œil nu si tu la verrais dans le ciel? On ne sait pas. Oui, tu vois, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles beaucoup de Mars, mais tu n'arrives pas à la reconnaître à l'œil nu. Or, il y a 400 ans, tous les anciens, ils disent ça c'est Mars, ça c'est Vénus. Mais ils ne savaient pas que, par exemple, Vénus tourne dans le sens inverse, dans le sens rétrograde. Ils ne le savaient pas. Donc le conseil, c'est avant tout de se cultiver en fait. Le terrain. C'est vraiment, tu te cultives et tu vas sur le terrain parce que l'astronomie à la base, en fait, c'est pas... l'astrophysique est une science. L'astrochimie est une science. Mais l'astronomie, c'est un mode de vie. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Beaucoup de gens disent je ne m'y connais pas très bien en sciences. Quand tu lis les textes anciens, ils parlent que des étoiles dans les textes anciens. Justement, on va voir quelques images pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire. Comme ça, tu vas pouvoir les commenter. Voilà. Et nous dire, par exemple, quand on voit celle-ci, il y a un télescope avec des étoiles dessus. C'est des images qu'on voit également sur ton Instagram. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc, ce qui me plaît avec ces images-là, c'est que la plupart du temps, quand tu vois des images d'étoiles, de la constellation des voûtes célestes et tout, tu ne vois pas les astronomes en train de travailler. Non. Voilà. Et en fait, c'est par hasard, moi je ne sais pas manier un télescope et j'appartiens au club d'astronomie d'Ivry-sur-Seine, qui s'appelle aussi le télescope, qui est très beau d'ailleurs. Et donc, tu es astronome et tu ne sais pas piloter un télescope. Tu nous racontes. Justement, c'est pour ça que c'est super intéressant parce que je suis arrivé avec la mentalité de l'astronome de bureau. Voilà, donc tu parles des quasars, des trucs comme ça, et tu te calmes d'abord. Ici, nous, c'est la nuit, avec des cafetières, comment dirais-je, des batteries de voiture, des grosses doudounes. C'est pas un défilé de mode, il va faire moins 5 degrés. Et tu arrives, je fais oh oui, moins 5 degrés, oui, plaisante et tout. Tu te ramènes en petit jean comme ça et tout, et pendant toute la nuit, tu peux rien observer.
parce que tu as froid. Et on te dit, si tu doubles pas tes chaussettes, tu mets pas l'anorak, dès que le froid va te toucher, tu pourras plus rien faire. Et c'est là que je me suis dit, OK, donc déjà, il y a l'humilité. Donc, c'est ça l'astronomie de terrain, en fait. C'est ça l'astronomie de terrain. Et quand tu arrives dans n'importe quel club d'astronomie, on te dit, il y a l'astronomie de bureau, donc les astrophysiciens, ceux qui en font un métier. Donc, ils sont dans leur bureau, ils appuient sur des boutons et les télescopes bougent dans tous les sens pour photographier les trous noirs lointains et tout. Et puis, il y a nous. Nous, on est sur le terre-terre, comme on dit. Donc, c'est des astronomes amateurs. Amateurs. Donc, on est là. Et pour pouvoir avoir cette image-là, je peux te dire que l'astronome, en plus, c'est un ami Fred, qui a posé son télescope là. Il a pris minimum 2 semaines à regarder la météo, à savoir quel objet il veut filmer, où est-ce qu'il va se lever, à l'heure où il va se lever, quel est par exemple quel type, est-ce qu'il veut faire des photos en noir et blanc, en couleur et tout ça, comment apprêter son matériel. Pour pouvoir avoir cette image magnifique. Voilà, parce que ça, il faut l'installer dans une voiture, il faut tout faire et tout. Et quand tu arrives déjà, l'humilité, c'est de les observer la nuit. Et ce qui est génial, c'est que c'est d'un calme religieux. Tu n'entends rien, c'est un silence vraiment très naturel. Et ils travaillent. Et là, tu te dis, OK, moi, déjà, je suis juste venu pour observer les étoiles. Et ils te disent, l'astronomie, ça commence d'abord par l'émerveillement. Tu n'es pas là pour déjà apprendre à savoir manier un télescope. Manipuler, tout ça. D'abord, le premier télescope, c'est tes yeux. Donc, observe, regarde déjà, est-ce que tu arrives à reconnaître telle ou telle constellation. Et petit à petit, en fait, tes idées reçues toi-même, en fait, se débloquent une à une. Parce que quand on te parle des constellations, s'il n'y a pas beaucoup d'étoiles, tu peux reconnaître 4 étoiles qui forment une constellation. Mais comment tu fais quand il y a des milliers d'étoiles, en fait? La constellation elle-même, elle se bouge dedans. Il y a d'autres images, d'ailleurs, là où on voit les astronomes qui sont en train de... Voilà, celle-là, elle est géniale, par exemple, parce que tu vois, la plupart du temps, si tu regardes sur ton fond d'écran d'ordinateur et tout, des fois, il y a des belles images de l'aurore boréale et tout. Et du coup, la plupart... C'est des images qui sont prises par les astronomes amateurs. En fait, des fois, ce n'est pas des astronomes amateurs, c'est des paysagistes qui filment la nuit. Donc, comme ils filment le jour, ils filment les belles montagnes. Et quand il fait nuit, ils font une photo avec un long temps de pause et ça donne ça. D'accord. Donc, du coup, l'astronome amateur, lui, il n'est pas là pour faire des photos de paysages, il est là pour faire des photos des astres eux-mêmes. Oui. Maintenant, moi, par hasard, comme je les observais, parce qu'en plus, je faisais un documentaire on est toujours en train de le faire, le documentaire, je les suivais pour voir comment ils s'y prennent et tout. J'ai commencé à les filmer en train de filmer les étoiles. Ce qui fait que ça a donné en fait une sorte de mise en abîme où, pour la première fois, on voyait dans les timelapses, en fait, dans les photographies accélérées, si même tu peux revenir même à la vidéo précédente, en fait, à la photo précédente. C'est une monture équatoriale où déjà ils font une mise en station sur l'étoile polaire, en fait. Ce qui fait que quand la Terre, elle tourne... C'est l'étoile qui brille en haut. Non, ça, c'est pas elle, en fait. C'est une autre étoile. Je crois que c'est Sirius, je crois. En tout cas, quand la Terre, elle tourne, ils font la mise au point, comme avec une caméra sur l'étoile polaire qui est plus proche du pôle Nord. Et dès qu'il la règle, toute la machine motorisée, elle tourne en même temps que l'étoile polaire avec un léger décalage. Donc, du coup, le télescope à monture équatoriale, en fait, électronique, il tourne en même temps que la rotation de la Terre. D'accord. Ce qui fait que la monture qui est en dessous, il y a le petit rond orange là, ça tourne en fonction de la Terre. Et tout le dessus peut naviguer tranquillement pour se focaliser sur une étoile en particulier. C'est hyper intéressant. Et ça, j'ai une amie, en fait, et les mères de famille, elle s'y connaît pas du tout en mathématiques, rien du tout. En 2 ans, elle a appris à le faire et elle sait manier. Elle n'a pas fait un cursus scientifique, mais elle sait manier un télescope à monture équatoriale. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce que dans l'astronomie amateur, tu rencontres des minorités, des personnes noires qui sont également passionnées comme toi, avec qui tu peux échanger sur les étoiles? En fait, c'est... Bon, moi, je n'ai pas encore croisé de noir. D'accord. Mais en fait, il y a beaucoup de minorités. D'accord. Mais par contre, quand tu t'intéresses aux étoiles, en fait, tu oublies totalement la notion d'identité. D'identité et de minorité, parce que c'est comme une grande famille. Par exemple, la dame dont je te parle, elle est d'origine algérienne. Elle travaille dans les assurances.
Ça n'a rien à voir. Comme moi. Voilà. Elle est arrivée au club. Ils lui ont montré. Et en 1 an et demi, elle savait gérer. Elle arrive, elle monte son propre télescope, elle met son appareil photo et elle te fait des photographies de nébuleuses d'Orion et tout. Quand tu regardes, tu auras l'impression que c'est la NASA qui l'a fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a commencé à rythmer sa vie de famille en tant que mère de famille par rapport à l'astronomie. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu très personnel. Oui, il y a un côté passionné, quoi. Passionné. Et si tu veux, par contre, aller faire de l'astronomie de bureau, dans les bureaux de la recherche et tout, là, oui, on va te demander ton diplôme. Oui, on va te demander les financements. Oui, il y aura le côté plafond de verre parce que tu te heurtes à, comment dirais-je, un patron qui te donne du travail. Mais si tu te dis, par exemple, moi, je vais photographier les étoiles parce que j'aime ça et je suis réalisateur ou photographe, en fait, tu ne le rencontres pas, le plafond de verre. Le seul plafond de verre que tu vas rencontrer, c'est est-ce que tu as peur de t'isoler tout seul dans le noir à moins 5 degrés? D'accord. C'est vraiment... Et là, c'est dur de se motiver. Parce que quand tu as un anniversaire à fêter et que ça fait 2 semaines que tu attends que les étoiles, qu'il y ait un peu moins de nuages et tout ça, et que là, tu dis merde, entre un anniversaire, une soirée et aller dans le noir pour photographier les étoiles, tu fais un choix et si tu n'y crois pas, autant ne pas le faire en fait. Et du coup, on parlait de l'astronomie, en tout cas dans le monde francophone, l'astronomie amateur. Tu me disais que ce n'était pas quelque chose d'assez vulgarisé et que c'était beaucoup plus développé dans le monde anglophone, je crois, ou j'ai pas bien retenu, je sais pas. Donc en fait, aujourd'hui, si tu vas sur YouTube et tu tapes astronomie, tu vas trouver beaucoup de chaînes YouTube qui font la vulgarisation de l'astronomie, même francophone. Seulement, c'est qu'il y a un gros malentendu même sur la définition même de l'astronomie. Ce qui fait que, tout à l'heure, quand j'ai dit beaucoup de gens savent tout de la planète Mars, mais ne savent pas reconnaître Mars à l'œil nu. Voilà, on est en fait dans une sorte de ce que la télé nous dit de l'astronomie et l'astronomie de terrain en fait. Ce qui fait que beaucoup de chaînes YouTube qui font l'astronomie vont te parler d'astrophysique, mais ne vont pas te parler d'astrogéométrie. D'accord. Et c'est quoi l'astrogéométrie sans trop... En fait, je vais faire un petit peu d'histoire. Quand Copernic et tous les anciens, quand on s'est aperçu en fait que déjà la Terre n'est pas plate, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et l'inverse, on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme en fait. Et c'est là qu'il y a eu un énorme malentendu parce que t'as pas besoin de savoir que la Terre est ronde si tu veux construire une maison. Quand tu veux construire une maison, t'as besoin que la Terre soit plate. Attention, je dis pas que la Terre est plate, hein. Je dis juste que quand t'es charpentier... T'as besoin d'un terrain stable, quoi. Voilà, t'as besoin d'un terrain plan, t'as besoin d'un plan. Quand t'es géographe, tu fais pas des cartes en 3D, tu fais des cartes à plat. Et même en cartographie, il y a plein de projections et tout ça, où tu vois des fois les projections des années 70 où l'Union soviétique est toute petite et des fois c'est l'Afrique qui est toute petite, c'est des projections parce que tu ne peux pas sur un plan mettre, soit tu mets les mêmes angles, soit tu respectes les angles, ou soit tu respectes les distances. Ce qui fait que des fois les cartes sont déformées. Donc, et c'est là du coup qu'intervient la géométrie. Exactement, parce que à la base, et c'est là où est le gros malentendu, c'est que quand tu arrives en 6e et qu'on te dit ton premier cours de géométrie, on te dit mets 3 points. On te donne ta feuille blanche et on te donne un crayon noir, on te dit écris 3 points, tu les relis, ça fait un triangle. Mais on va jamais te dire que le triangle équilatéral que tu es en train de dessiner, en fait, c'est 3 étoiles que tu es en train de dessiner. D'accord. Tu vois un peu. Donc, on dit dessine, mets le point A, mets le point B, mets le point C. Mais si tu dis mets Procyon, Sirius et Bételgeuse, tout d'un coup, tu t'aperçois que le papier blanc sur lequel tu dessines, c'est le fond noir du ciel. Et les étoiles blanches qui sont dans le ciel, c'est les points noirs sur la géométrie. C'est pour ça que tu me disais en fait que l'astronomie, c'est la mère des mathématiques. En fait, quand tu... avant, en fait, ils étaient mathématiciens et philosophes. Donc, quand on te parlait de mathématiques, c'était musique, géométrie, astronomie et arithmétique. Donc, pour en revenir à ce dont on parlait, du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un
de la vulgarisation scientifique de l'astronomie. Et tu disais qu'en tout cas dans le monde francophone, voilà, il n'y avait pas de personnes un peu, on va dire, comme aux États-Unis. Et quand on a parlé d'un monsieur dont je veux bien voir l'image. Neil deGrasse Tyson. Oui. Voilà, le tonton, il est de la génération des années 80 avec Carl Sagan et tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Contact avec Judy Foster. Et oui, voilà, oui. En fait, Carl Sagan qui écrit de beaux romans sur l'astronomie. C'est la génération avec Morgan Freeman. Tu vois, tous ces émissions qui passaient dans les années 80 et qui parlaient des étoiles, de la conquête spatiale, de la concurrence avec les Russes et tout ça. Il y a un engouement, on a marché sur la Lune et tout. C'est cette génération-là, en fait. C'est les grands frères, c'est les tontons. Donc, Neil deGrasse Tyson, c'est... C'est un peu comment dirais-je, c'est un peu le présentateur vedette de l'astronomie anglophone. D'accord. Voilà. Et on n'a pas son équivalent dans le monde francophone où il en existe, mais c'est plutôt des astrophysiciens, des personnes qui sont plutôt dans la recherche et donc en retrait. En fait, si l'équivalent de Tyson en France, c'est Jamie Gourmaud C'est pas sorcier. D'accord. Tu vois un peu parce que tout à fait. Lui, la NASA qui doit justifier les budgets est obligé de faire la vulgarisation pour que le public, si le public dit ça sert à rien, c'est de l'argent des contribuables, ça coûte n'importe quoi, ils vont arrêter les budgets. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont arrêté les budgets et lui-même, il s'est mis à pleurer pour dire s'il vous plaît, soutenez l'astronomie, la conquête spatiale et tout, parce que c'est des milliards de dollars. Donc du coup, ça dépend en fait du budget que le pays lui-même associe à la recherche-développement. Parce que si tu mets 100 € sur la recherche-développement, il faut le justifier. Mais pour le justifier, il faut des animateurs YouTube, des présentateurs télé, des romanciers, il faut Hollywood. Tu vois, il faut tout l'art autour qui crée un engouement pour que les gens s'y intéressent. Il faut la cité des sciences et tout, tu vois. Mais ça, on ne va pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas un diplôme. Ou du moins qui n'est pas dans le cursus. Et c'est là on revient avec le plafond de verre. Tu vois, lui, il est astrophysicien. Donc, du coup, il est astrophysicien, il passe bien à la télé, il tchatche bien. Donc, on se dit, en plus, il est afro-américain, ça passe, tu vois. Mais toi, tu me disais justement que tu avais pu rencontrer aussi le plafond de verre parce que tu avais essayé de transmettre ta passion, en tout cas à des jeunes, et qu'à chaque fois, il y avait que des personnes blanches qui se présentaient, en fait. Techniquement, le découragement, en fait, il est... Comment dirais-je ? Le découragement vient... C'est tout le monde qui l'a, mais pas pour les mêmes raisons. Le petit jeune de quartier, il veut s'y intéresser, mais s'il ne s'y intéresse pas, c'est peut-être parce qu'on ne lui a pas bien expliqué aussi. Voilà. Parlons clairement. À l'école, on va lui dire, ça, c'est pas pour toi, quoi. Voilà, mais... J'ai un ami de longue date, quand je l'ai rencontré au début, il était tout jeune, et il m'a dit, ma conseillère d'orientation m'a dit d'aller faire un truc de BEP et tout ça, tu vois. Alors qu'il était passionné par les étoiles. Non, alors qu'il était passionné, en fait, lui, c'était par la musique, tu vois. D'accord. Mais quand je suis arrivé en France, en fait, j'ai compris en fait, que c'est l'étincelle que tu mets dans les yeux des jeunes. C'est ça qui va faire que le jeune, il va se dire, je m'appelle Sarah, je viens du fin fond de l'Aveyron, est-ce que je me bouge et j'y crois, ou est-ce qu'on me dit d'aller faire un petit truc dans une usine? Et c'est là où l'éducation nationale a son rôle à jouer, parce que tu sais, je t'ai parlé même de la petite anecdote de l'histoire des 3 points de géométrie et tout. Si à chaque fois que tu fais de la géométrie et que tu penses que c'est des étoiles, bien sûr que tu vas aimer la géométrie. Mais il y a plein de gens qui sont saoulés par la géométrie et même par la musique classique avec la flûte à bec. On nous a tous saoulés avec la flûte, parce que c'est mal. Il n'y a pas la passion, il n'y a pas le côté... Il n'y a pas l'aspect transmission. Transmission, en fait. Et tout ça. Et donc, du coup, la personne se dit, c'est pas pour moi. Et fille comme garçon, blanc comme noir, c'est pas pour moi. 2, c'est trop geek. Et quand tu lui dis, mais viens voir, tu vois. Et là, à l'heure actuelle, je travaille avec 3 comédiennes.
Ben, mais en fait, c'est génial, quoi. Tu vois, y a des informations partout. On va monter une émission. Là, on écrit 8 scénarios. On va mélanger des courts-métrages avec l'astronomie. Donc, ça va être une sorte de mi-fiction, mi-documentaire. On va parler de tous les sujets. Elles écrivent elles-mêmes leurs scénarios. Et elles s'aperçoivent que il ne faut pas tellement laisser les gens te dire quoi faire. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller parce que c'est pas une science. C'est la mère de toutes les sciences. Ce qui fait que l'astronomie, tu peux le mélanger avec l'art. Tu peux le mélanger avec la photographie. Tu peux le mélanger même avec la gastronomie. Tu peux le mélanger avec tout. Et aujourd'hui, donc, si tu as un petit jeune qui vient te voir, ou bien même quelqu'un dont c'est la passion, à part lui dire que déjà, il faudrait qu'il s'intéresse à l'astronomie de terrain. Par exemple, un jeune qui est en train d'étudier, qui fait ses études et qui souhaiterait s'orienter pour pouvoir faire les choses un peu comme toi. Là, ce que tu racontes, c'est assez passionnant. Tu es en train d'écrire des scénarios dans lesquels tu vas mêler un peu d'astronomie, un peu de fiction avec des comédiennes, etc. Vous avez écrit 8 scénarios, si j'ai bien retenu. Bah, oui, c'était durant le confinement. Je leur ai dit, écoutez les filles, on est confinés, donc écrivez. Quoi. Voilà, donc c'est pas mal. Et du coup, bah, voilà, s'il y a un petit jeune qui se dit, bah, tiens, ça a l'air chouette, moi j'aimerais bien aussi pouvoir écrire des scénarios et puis voilà, aussi pouvoir m'intéresser aux étoiles, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Je lui dirais d'abord, est-ce qu'en dehors de l'astronomie, il y a quelque chose, il y a une passion que tu aimes d'abord faire naturellement? Est-ce que tu as un talent? Tu vois, par exemple, bon, je ne vais pas dire mon talent, moi, mon truc, c'était les caméras, voilà, tu vois. Voilà. Donc, et du coup, ça en a fait ton métier. Exactement, parce que si tu vois le côté école, en fait, comme je te dis, j'ai un grand frère à moi, un grand frère spirituel qui est ivoirien comme moi. Il est allé plus loin dans l'état à la même université à Jussieu, maths, physique, chimie. Il est allé plus loin que moi et dans sa dernière année, il avait de l'astrophysique. Mais aujourd'hui, il est banquier. Il travaille à la banque, tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu continuer. Ce qui fait que si tu es déjà installé en cursus scientifique, en fait, ben vas-y, quoi. Va, fais bac plus 1, continue, tu auras ta licence, voilà, tu vas avoir ton diplôme d'astrophysique, et puis peut-être que tu pourras aller faire un stage à l'étranger, et puis il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas dans le cursus scientifique, dans ce cas-là, il faut en fait que tu te dises quelle passion d'abord j'ai avant d'aimer les étoiles. Voilà. Et c'est à partir de ta passion personnelle que tu dois te dire comment mon talent et ma passion personnelle peut servir les étoiles. Et sur Instagram, il y a une fille qui s'appelle, elle est américaine, s'appelle Caroline Machin, je crois, c'est son nom. Elle est peintre, elle dessine magnifiquement bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les photos des nébuleuses, des étoiles et tout, et elle les dessine à la main. Et elle te montre le résultat de son dessin qu'elle a fait à la peinture à huile et tout, et elle te montre la photo de la nébuleuse, tu vois pas la différence. C'est énorme. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle est invitée partout, même je crois que son mari aussi est astronome amateur et tout, donc il prend les photos et puis elle redessine des fois en négatif. Et quand tu vas sur son Instagram et que tu défiles, tu vois vraiment cette peinture à elle, à aucun moment tu penses que c'est fait à la main. Tu penses vraiment que c'est des photos. À aucun moment on pense que c'est une peinture. Voilà. Donc elle s'est dit, je suis peintre, avec la peinture, je vais valoriser l'astronomie. Moi, je me suis dit, elle a couplé sa passion à son activité. Voilà, je suis compositeur aussi. Là, j'ai une autre chaîne que j'ai ouverte il y a 2 mois qui s'appelle Astradata, où je vais mettre mes musiques et je vais mettre des images d'astronomie par-dessus. C'est vraiment c'est la seule manière, en fait, parce que c'est tellement vaste. Ou soit, par exemple, si tu aimes l'histoire, tu peux dire, OK, j'aime l'histoire, comment les anciens d'Égypte ou d'Afrique ou les Maoris regardaient les étoiles. Ça, c'est très passionnant parce que tous les anciens monuments historiques qu'on voit aujourd'hui sont alignés par rapport aux étoiles. Donc, tu peux faire de l'astro-histoire, de l'astro-géométrie, et il y a plein d'anecdotes. Mais sauf que la technologie est tellement fascinante qu'on est plus un peu attiré par du Elon Musk, du satellite, la technologie, tu vois. Et que de se former en amateur. Voilà. Donc, du coup, on se dit, oh, c'est trop technique, c'est trop geek. Alors que, non, il y a plein de filles qui font l'astronomie, mais d'abord, elles avaient déjà un talent personnel et se servent de ce talent personnel-là pour
C'est les étoiles, en fait. Comment tu veux valoriser les étoiles? Est-ce que tu veux le faire avec le chant, la peinture, la gastronomie, le sport? Tu peux même faire ça avec le football, le basket, si tu veux. Ah bon, avec le football, intéressant. Comment on fait? Par exemple, je joue au basket. Les amis avec qui je joue au basket, je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous dirait que je vous filme? On est en train d'étudier ça en ce moment. Parce qu'on s'est aperçu, en fait, que quand tu prends une balle du basket et tu fais un tir, la trajectoire de la balle de basket, c'est un peu comme la trajectoire des planètes, en fait, tu vois. Donc, tu peux te servir de tout ce que tu connais. En fait, toi, tu vis l'astronomie dans tous les domaines, quoi. On en revient à ce que j'avais dit. En fait, c'est un mode de vie, en fait. Tu peux prendre même... si tu t'y connais un peu en planète, par exemple, et que tu peux dire, bon, aujourd'hui, je sais pas, moi, je vais vous faire une salade, donc tu poses la pomme, la tomate, tu dis, bon, la pomme, c'est Vénus, et là, tu expliques, quoi. C'est super intéressant. C'est comme ça qu'on vulgarise. Sinon, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter avec les racines carrées, ta tête, elle va exploser, tu vois. C'est clair. Alors, c'est super intéressant. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur Le Plafond de Verre, le podcast qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Nous étions avec Olivier Ateba, qui est donc photographe, réalisateur et scénariste spécialisé en astronomie. Il nous a partagé sa passion et il nous a expliqué donc comment on pouvait en tout cas en faire son métier. Merci beaucoup Olivier. Merci, c'était très intéressant.